On va écouter maintenant l'intervenante suivante, Géraldine Doléan, qui est étudiante à l'ENS et qui a distrait pour nous rejoindre une journée de son temps de préparation à l'agrégation. Alors vraiment, merci beaucoup, Géraldine. On sait que le temps compte beaucoup dans ces préparations de concours. Elle va nous parler non pas de Mancheclou directement, mais d'une problématique plus générale à l'échelle de l'œuvre, et en particulier dans Belle du Seigneur et Aux vous frères humains. Et aux vous frères humains, la question du corps de l'étranger entre fantasmes et stéréotypes. Ça fait le lien avec la journée d'études de l'année dernière. Merci. L'étrangeté des corps qui nous entourent est une réalité quotidiennement vécue, malgré divers signes et codes vestimentaires, comportementaux et plus largement sociaux qui témoignent de l'appartenance à une même communauté. Ces corps que nous côtoyons dans des cercles professionnels, amicaux ou amoureux ont en effet intégré les codes imposés par la société dans laquelle ils se déploient. Au terme d'un apprentissage en partie répressif, ils ont acquis une posture, une apparence et un comportement conformes au modèle dominant. Tout écart par rapport à ce que Pierre Bourdieu nomme le corps légitime d'une communauté, c'est-à-dire le corps tel qu'une communauté l'érige en idéal, crée un effet d'étrangeté aux yeux des membres qui sont, eux, conformes aux valeurs de cette communauté. Ainsi, si la pseudo-délégation des valeureux se rend à la Société des Nations parée de costumes excentriques, babouches et robes de première communion arborées fièrement, ou si une jeune femme joue du Chopin nue à 5 heures de l'après-midi, le regard social condamne ces déviations. La conformité des corps est en effet adhésion aux valeurs établies par la société, toute prise de liberté apparaissant comme une menace pour l'ordre et la cohésion sociale. Les étrangetés revêtent ainsi diverses natures, selon le cercle social ou le regard qu'elles viennent surprendre, selon qu'il s'agit d'une interaction mondaine, professionnelle ou érotique. Mais nous nous concentrerons ici sur une étrangeté du corps comprise au sens national du terme. En effet, l'irruption d'étrangers au sein d'une communauté nationale qui ne les a pas encore intégrés donne souvent lieu à un décalage entre corps légitimes, issus et exilés d'une première société dont il avait incorporé les codes. L'étranger est étrange pour la société qui l'accueille et qui ne le reconnaît pas tant qu'il n'a pas physiquement assimilé les normes de cette société d'accueil. Le rejet de l'étranger, et notamment du juif, s'invente ainsi des justifications dans les prétendues différences du corps de l'autre, souvent présentées comme irréductibles. À la fin du XIXe siècle, lorsque survient l'affaire Dreyfus, se dessinent les contours du type juif auquel on prête des traits physiques distincts. Toute l'originalité d'une confession autobiographique comme Ô vous, frères humains, est ainsi de montrer le caractère pervers d'une telle projection. L'enfant qui fait l'objet du fantasme raciste tente à se métamorphoser et à se conformer avec l'image du juif errant, bossu et solitaire. La conformation pourrait alors être qualifiée de négative ou d'inversée, car elle marginalise au lieu d'inclure. Nous tenterons dès lors de montrer que Belle du Seigneur et surtout Ô vous, frères humains, prennent acte de l'échec d'une tentative de réguler les interactions entre étrangers et membres de la communauté nationale, tentative de régulation historique que retrace Gérard Noiriel dans son ouvrage État, Nation et Immigration. La mise en place du passeport a en effet permis de substituer, dans les rapports entre police et migrants, une logique de l'identification par l'écrit à un face-à-face intersubjectif fondé sur l'arbitraire. La violence de face-à-face inattendu, tel que celui décrit par Cohen dans Ô vous, frères humains, suggère toutefois la nécessité d'un autre mode de régulation par l'écrit, qui est peut-être la constitution de l'espace littéraire comme véritable et unique lieu de régulation des projections fantasmées sur le corps et l'identité de l'autre. Nous évoquerons ainsi dans un premier temps les origines et le processus de conformation négative décrite par Cohen, pour ensuite nous interroger sur les divers modes de régulation ou de compensation proposés d'un point de vue historique et littéraire. Donc, c'est d'abord dans la France des années 1880 que prend forme un antisémitisme moderne, synthèse entre la pensée contre-révolutionnaire traditionnelle catholique
et l'anticapitalisme socialiste populaire. Au sein d'une troisième république affaiblie par une crise politique, économique et sociale, la droite nationaliste, populiste et antisémite trouve ses figures de proue en Taine, Renan, Maurras et bien sûr Drummond, dont La France juive, publiée en 1886, constitue un véritable best-seller. Les médias de masse qui apparaissent à l'époque commencent à diffuser un ensemble de clichés largement repris et amplifiés par la population française. Une vision du juif, donc bien sûr, du entre guillemets, considérée comme typique et universelle, en vient à trouver des contours à peu près fixes qui s'enracinent durablement dans l'imaginaire collectif. Cette représentation du juif a pour singularité d'englober des généralités prétendument scientifiques sur la race, d'où découleraient des caractéristiques physiques, psychologiques et sociologiques en une physiognomonie fantasmatique. Les théoriciens que sont Vacher de la Pouge et Jules Soury développent tout d'abord un racisme biologique, donc qui suscite la fureur des Durkheimiens. Ils s'appuient sur une anthropologie fantaisiste pour dénoncer le danger des sémites génétiquement inférieurs, arguant de mensuration de crâne concluante dans le sens d'une infériorité des sémites sur les Aryens. La mâchoire des Juifs est également présentée comme plus proche par son prognatisme de celle des chimpanzés et leur nez anormalement crochu. Outre l'animalisation à l'œuvre dans ces essais faussement scientifiques, et qui sera poussée à son terme par le nazisme, on distingue le fantasme de Juifs reconnaissables par une physionomie particulière que le simple coup d'œil ou des mesures peuvent confirmer. Ces traits physiques dans l'imaginaire collectif sont à relier à des caractéristiques psychologiques et morales, comme le goût de l'argent et du crime. Pour caractériser la cupidité des Juifs, aucune image ne semble suffisante. Ils ont les mains en pince de crabe, sont représentés comme des harpagons sur les affiches antisémites, donc des harpagons entourés d'or et dont le nez crochu trahirait une avidité insatiable. Peu importe que certains Juifs soient implantés depuis plusieurs générations dans le même pays, voire la même ville, et qu'en conséquent la communauté juive soit extrêmement hétérogène dans les faits, peu importe que le cliché du juif capitaliste et millionnaire, dont le nom de Rothschild devient l'emblème, ne corresponde qu'à une infime partie de la population juive d'Europe, en réalité essentiellement composée de petits artisans, commerçants, coiffeurs et dentistes qui souffrent autant de la crise que les autres. La construction de l'identité du juif est placée sous le signe d'un arbitraire et d'une violence identitaire auquel chaque juif, quels que soient les aléas de son existence et de sa personnalité, se voit réduit. La non-coïncidence entre cette représentation fantasmée et l'identité unique de chaque juif entraîne une prise de conscience et un traumatisme que révèlent Belle du Seigneur et Ô vous, frères humains. En effet, dans la lignée de Rousseau, dont les confessions restituent les expériences fondatrices dans la construction d'une personnalité, Albert Cohen raconte dans Ô vous, frères humains, l'événement clé de sa vie et de son œuvre, l'expérience de l'antisémitisme qui confronte à la conscience qu'il a de lui-même une représentation antisémite fondée sur l'arbitraire et le fantasme. Les circonstances sont particulièrement pathétiques. L'auteur-narrateur sort du lycée où il suit des cours de rattrapage. Le mois d'août ensoleillé bat son plein et le narrateur se sent le cœur léger. C'est son anniversaire, il vient d'avoir 10 ans. Attiré par une foule que rassemble un camelot, vendeur de détacheurs universels, l'enfant s'approche, rempli de confiance et d'admiration. Alors je cite « Oh, comme j'étais heureux d'écouter ce séducteur, de rire avec les badauds, de participer, d'en être. À chaque plaisanterie du cher camelot, si spirituel, je regardais mes voisins pour rencontrer leurs yeux, pour me réjouir avec eux, pour communier. Extasié, physiquement charmé, j'écoutais l'enchanteur, je le contemplais avec foi, une foi de petit chien, je croyais en lui et je l'aimais. » Ce passage exprime le sentiment d'inclusion du personnage au sein du corps social et le bonheur qu'il en retire. Les expressions « en être » et « pour communier » suggèrent un profond désir d'assimilation du petit garçon émigré de Corfou. La décision de dépenser une partie de son cadeau d'anniversaire pour acheter du détacheur consacre cette volonté de s'intégrer par un acte concret, engagement décrit comme quasi mystique par la métaphore filée de la communion et de la foi. La réponse du camelot manifeste toutefois un rejet d'une extrême violence, je cite
Toi, tu es un youpin, hein, me dit le blond camelot aux fines moustaches que j'étais allée écouter avec foi et tendresse à la sortie du lycée. Tu es un sale youpin, hein. Je vois ça à ta gueule, tu manges pas de cochon, hein. Vu que les cochons se mangent pas entre eux, tu es avare, hein. Je vois ça à ta gueule, tu bouffes les louis d'or, hein. Ton père, alors, etc. Un copain à Dreyfus, un petit youtre pur sang, garantie de la confrérie du sécateur, raccourci où il faut, je les reconnais du premier coup. J'ai l'œil américain, moi. Eh ben nous, on n'aime pas les juifs par ici. C'est une sale race, c'est tous des espions vendus à l'Allemagne. Voyez Dreyfus, c'est tous des traîtres, c'est tous des salauds, sont mauvais comme la gale, des sangsues du pauvre monde. Ça roule sur l'or et ça fume de gros cigares pendant que nous, on se met la ceinture. Donc tous les clichés de l'antisémitisme moderne sont contenus dans cette harangue que scande le un haineux. Il en effet touche le corps de l'enfant, dans ce qu'il a de plus intime avec l'allusion à la circoncision, et l'assimile à un type reconnaissable à l'œil nu, puisque le camelot répète 3 fois « je vois ça à ta gueule », puis « je les reconnais ». Le terme « gueule » animalise l'enfant, ce qu'accentue la métaphore sangsue du pauvre monde. Le pronom « les » suggère un groupe homogène et soudé, constituant un danger à identifier puis à éliminer. L'enfant, en dépit de son profond désir d'intégration, se voit donc symboliquement exclu de la communauté française et ramené à une identité que condensent les termes youpin, sale juif, youtre, copain à Dreyfus et traître. Cette identité fantasmée est donc plaquée sur l'enfant de 10 ans, d'origine très modeste et avant tout avide d'intégrer le pays des libertés et de la langue française. Cette expérience traumatisante confronte ainsi l'auteur-narrateur à un arbitraire identitaire dont les effets concrets sont décrits dans la suite du récit. Le lecteur assiste en effet à la modification progressive de la démarche et du corps du narrateur. L'originalité de Ô vous frères humains, comme de Belle du Seigneur, est en effet d'illustrer un phénomène de conformation qu'on pourrait qualifier de négative ou inversée. Après avoir été chassé par le camelot, le jeune héros se met à errer dans les rues de Marseille, tel un paria. Donc je cite, « Et je suis parti, éternelle minorité, le dos soudain courbé et avec une habitude de sourire sur la lèvre. Je suis parti à jamais banni de la famille humaine, sensu du pauvre monde et mauvais comme la gale. Je suis parti sous les rires de la majorité satisfaite, braves gens qui s'aimaient de détester ensemble, niaisement communiant en un ennemi commun. L'étranger, je suis parti, gardant mon sourire, affreux sourire tremblé, sourire de la honte. Mais au tournant de la rue, j'ai déposé le sourire et allumons les 10 bougies roses. Un regard méfiant m'est venu. Un regard oblique m'est venu, un regard de bête malade. Et j'ai rasé mes murs en ma 10e année. En ce 10e anniversaire de ma naissance, rasé furtivement les murs, chien battu, chien renvoyé. Le juif, c'est sournois, disent les antisémites. Donc, dans ce passage très pathétique, le héros commence à raser les murs et à courber le dos, tout en arborant le triste sourire donc, du paria qui cherche à conjurer la haine. Donc, alors, cette métamorphose est développée longuement, donc un peu plus loin. Et mon dos, soudain vieilli devant le mur, mur des pleurs, mon dos devenu juif, a commencé d'aller d'arrière en avant et d'avant en arrière, a commencé à prendre le balancement rituel de mes pères, le rythme de complainte et de longue tristesse, la séculaire cadence de rumination du malheur, a commencé à se voûter et à devenir un dos méditatif, dos neurasthénique où pousse la bosse des juifs, couronne de leur malheur, bosse des étranges qui pensent trop et remâchent tout seul. Donc en construisant l'image d'un mur de lamentation individuelle qui se dresserait devant chaque juif au moment de la révélation de sa condition juive, Cohen atteint au sublime par l'élargissement de son expérience ponctuelle à un destin juif, ainsi que le résumé Sartre dans ses réflexions sur la question juive. Ce n'est pas le caractère juif qui provoque l'antisémitisme, mais au contraire, c'est l'antisémitisme qui crée le juif. La bosse des étranges renvoie ici à la bosse des étrangers. Comme leur regard méfiant et l'habitude de la fuite, elle ne signifie pas une tare, mais l'habitude des persécutions. Une conformation similaire apparaît dans Belle du Seigneur, à travers l'évolution du personnage principal. Le roman est d'abord jalonné des descriptions des valeureux ou de juifs croisés par le héros. Leur démarche ondulante, leur dos courbé et leur habitude de l'errance constituent un leitmotiv et un motif étrange dans le roman, comme pour la société occidentale qui les observe. Saltiel, après sa visite à son neveu,
est présenté ainsi. Sorti du buffet de la gare, il alla à petits pas le long de la rue de Chantepoulet, le dos courbé, remuant d'agréables pensées. Cette démarche irrégulière et voûtée, reflet des débats intérieurs auxquels le vieux juif est en proie, annonce celle des juifs pratiquants que croise Solal à la fin du chapitre 93. Soudain, dans la nuit et les lumières embrumées, il les reconnaît, sortis de la gare et allant à la file par 2 ou par 3, tous chargés de valises, dos voûtés et pieds traînants, avec passion discutant. Il les reconnaît ses bien-aimés pères et sujets, humbles et majestueux, les pieux et de stricte observance et les inébranlables, les fidèles à barbe noire et pendante mèche temporale, plaignés et absolus. Donc ce passage révèle une très grande similitude dans les vêtements, la démarche et plus globalement le comportement de ces juifs de stricte observance. Le dos courbé par l'étude et la prière, ainsi que l'errance continuelle du peuple apatride car constamment chassé de ses terres d'adoption, permet la reconnaissance par Solal. L'originalité du roman est toutefois de montrer qu'à cette ressemblance des juifs de stricte observance, trait qui est commun à tout groupe social homogène et soudé, s'en ajoute une autre, plus problématique. Solal, juif exilé et non-croyant, parfaitement intégré à la société occidentale, se met ainsi à ressembler à ces juifs intégristes par une conformation mimétique et tragique en ce qu'elle interroge sa liberté. Dans le chapitre 93, Solal se retrouve seul dans une chambre du Georges V à Paris après avoir été renvoyé de la SDN, dénaturalisé et rejeté par toutes ses anciennes connaissances. Il ressent alors avec une conscience accrue le déterminisme que son identité juive fait peser sur son destin. Son errance dans les rues le confronte à la violence de plus en plus universelle de l'antisémitisme et sa démarche commence à ressembler étrangement à celle de Saltiel et des vieux juifs. Dans les rues, fleuve nourricier des isolés, mangeant des arachides rôtis achetés à un semblable, un vieux juif de Salonique aux cheveux blancs ondulés et aux tendres yeux d'odalisque, il erre, parfois s'arrêtant devant les vitrines des magasins de confection. Dans la solitude de sa chambre, le mimétisme, conscient et volontaire, s'accentue avec le déguisement en vieux juif. Je ne vais peut-être pas citer. Puis après la rencontre avec les juifs de stricte observance, donc là je cite, « Alors dans la nuit noire où une pluie fine et froide lentement tombe, debout devant la vitre et ses rideaux, leur roi solitaire balance à son tour son buste, le balance au rythme immémorial, chante en la vieille langue un cantique à l'Éternel. » Le mime prend dans ces deux passages un caractère tragique. Derrière l'acte conscient de déguisement et de déambulation apparaît en effet le déterminisme tragique d'une époque qui ôte toute liberté aux Juifs en les contraignant à retrouver des liens parfois artificiels avec une communauté dont ils s'étaient éloignés. Belle du Seigneur et Ô vous frères humains illustrent donc les effets concrets de l'antisémitisme qui finit par modeler le corps de celui auquel il s'applique. La persistance d'interactions telles que celles décrites dans Ô vous frères humains conduit ainsi à s'interroger sur les logiques et les lieux de régulation de ces rapports sociaux fondés sur une projection fantasmée. Donc c'est ce que je veux voir dans un deuxième temps. Donc tout d'abord, l'essai de Gérard Noiriel, État, nation et immigration, rend compte de l'évolution des rapports entre police et migrants dont l'étranger devient la sous-catégorie la plus concernée par les politiques de contrôle, avec la constitution d'États-nations au cours du XIXe siècle. Les sections de cet essai, intitulées « La tyrannie de l'apparence » et « La codification du signalement », rappellent la nature des échanges entre police et migrants avant la loi du 28 mars 1792 qui légifère sur la mise en place du passeport. Les policiers sont essentiellement guidés dans le contrôle de l'identité par des préjugés portant sur l'apparence. Noiriel écrit ainsi « Au XVIIIe siècle, pour la police, le lexique vestimentaire est un moyen d'identification, comme il l'est aussi pour les classes populaires. Il en va de même en ce qui concerne l'apparence physique. La façon de parler, de se comporter, les traits du visage sont considérés comme des signes permettant de déchiffrer la personnalité d'un inconnu. De nombreux documents montrent que cette façon primaire d'identifier les inconnus est toujours en vigueur sous la Révolution française. Le migrant, qui est alors étranger par rapport à un village ou à une région, fait l'objet d'une physiognomonie primaire. Toute étrangeté, tout écart par rapport aux habitudes ou aux normes d'une région
constitue pour la police le signal qui déclenche le contrôle de l'identité. Noiriel résume l'évolution due à l'adoption du classe populaire au sein de l'État-nation. Ce n'est plus l'État en tant que territoire qui focalise l'attention des pouvoirs publics, mais l'État en tant que communauté des membres, entre parenthèses la nation. Dès lors, les pouvoirs publics se donnent pour objectif prioritaire de distinguer rigoureusement, au sein des classes populaires, les deux catégories qui sont exclues de la communauté nationale, les criminels, loi de 1885 sur la récidive, et les étrangers, loi de 1889 sur la nationalité française. Le registre laisse la place au fichier central, le signalement et le portrait s'effacent devant les techniques de l'identification anthropométrique, fondées sur l'exploitation de signes identitaires, le plus souvent indétectables à l'œil nu. À la différence des membres de la communauté nationale, les étrangers se voient donc fragilisés par leur non-appartenance au corps légitime de la nation et par la non-possession d'un passeport. En voulant doter les réfugiés et les apatrides d'un titre de séjour, Cohen se situera ainsi à l'avant-garde d'un combat contre la vulnérabilité des étrangers. L'auteur aimait d'ailleurs à dire que l'œuvre dont il était le plus fier était l'accord du 15 octobre 1946, qu'il élabora en tant que directeur de la division de protection du futur HCR et qui créait un passeport pour les réfugiés et les apatrides. Ces documents écrits ne servent cependant qu'une régulation très insuffisante, ce qui suggère la nécessité de promouvoir un autre lieu de compensation, l'espace littéraire. En effet, si l'œuvre de Cohen intègre dans la bouche du Camelot, entre autres, des discours antisémites historiquement datés, elle a aussi pour originalité d'opposer à cette représentation du juif une autre figure également animalisée, celle de l'antisémite. La métaphore du loup pour désigner le camelot est ainsi filée dans Ô vous, frères humains. Je cite « Le camelot s'arrêta de discourir et de frotter, scruta silencieusement mon visage, sourit à son tour et j'eus peur. Son sourire venait de découvrir 2 longues canines. » Et un peu plus loin, « Mais mon bourreau fut impitoyable et je revois son sourire carnassier aux longues canines, rictus de jouissance. » Cette métaphore qui assimile le camelot à un prédateur reprend la célèbre sentence hobbesienne « L'homme est un loup pour l'homme ». La description du jeune héros, dont le visage blanc et rose est entouré de longues boucles, le figure à l'inverse en agneau, dont le sacrifice est inévitable. Comme dans les clichés antisémites, la caractéristique physique de l'antisémite, de l'ordre du fantasme là aussi, désigne également une tare morale. C'est ce qu'indique ce passage. « Qui sait, me suis-je dit, ce que je vais leur conter va peut-être changer les haïsseurs de juifs, arracher les canines de leur âme. » La métaphore « arracher les canines de leur âme » manifeste le déplacement du corps à l'âme en une physiognomonie qui ne peut que renvoyer les antisémites à leur propre logique. De même, dans Belle du Seigneur, l'animalisation des Allemands en bêtes sauvages et prédatrices est portée à son comble, notamment dans la tirade de la naine Rachel, qui recueille Solal après l'agression de ce dernier par des SS, dans la cave qui lui sert de refuge. Des bêtes, ils sont des bêtes, ils aiment tuer. Oui, mon cher, habillés en hommes, mais des bêtes. Tu verras ce qu'ils nous feront, tu verras, cria-t-elle en le menaçant de l'index. Donc frissonne, c'est parce qu'ils détestent notre loi. Ils sont des bêtes, ils aiment les forêts et les sauts dans les forêts, comme les bêtes vraies qui se cachent derrière l'arbre et te sautent à la nuque. Oh, ils n'ont pas peur dans les forêts, au contraire, ils chantent dans les forêts. Nous, il y a 2000 ans, nos prophètes, eux, il y a 2000 ans, des casques avec des cornes de bêtes. Ce passage souligne l'ascendance et le caractère foncièrement guerrier des Ariens, dont le casque de corne est l'emblème. Le chant dans la forêt confère à ces cérémonies occultes la dimension dionysiaque de bacchanale païenne, défoulement collectif dont le bouc émissaire est le peuple de la loi, qui a érigé les commandements divins au-dessus de la satisfaction des instincts vitaux. Cohen retourne donc le cliché antisémite en montrant que les véritables animaux sont les antisémites, dont les nazis constitueront l'avatar le plus meurtrier. Au cliché du juif correspond ainsi le pendant de l'antisémite. Le corps de l'autre étant toujours étranger, le rôle de l'écrivain est donc de démonter les projections racistes et peut-être aussi de proposer le texte littéraire comme un espace de régulation au sens presque médical du terme. Il s'agit en effet de restaurer un équilibre entre projection fantasmatique sur le corps et l'identité de l'autre, en opposant la figure de l'antisémite à celle du juif.
Ainsi, le corps de l'étranger, parce qu'il n'a pas toujours assimilé les normes de la société d'accueil, comme c'est le cas des valeureux dans Belle du Seigneur, paraît souvent étrange aux autres membres de la nation. De l'étonnement au rejet raciste, il n'y a qu'un pas dont l'antisémitisme a manifesté les dangers dans sa constitution d'un type juif universel, aux caractéristiques à la fois arbitraires et fantasmatiques. L'œuvre d'Albert Cohen est ainsi traversée par la critique d'une projection fantasmée qui finit par déformer le corps de l'autre, au point de susciter une conformation négative ou inversée qui interdit l'assimilation du corps de l'étranger à la nation. Si le passeport a constitué une première étape dans la tentative de réguler des logiques d'identification de l'étranger auparavant fondées sur le pur arbitraire d'une évaluation subjective, la disparition du délit de faciès semble reporter à un lieu idéal que le texte littéraire est peut-être le seul à pouvoir ménager. En proposant son propre type de l'antisémite, Cohen semble en effet suggérer que la littérature est le seul espace où s'esquisse une tentative de régulation au double sens d'atténuation et de compensation des logiques de projection raciste sur le corps et l'identité de l'autre. C'est fini.